Merci Madame l'Administratrice Générale. Comme vous l'avez dit, nous avons la chance que chacune de nos leçons inaugurales soit placée sous le parrainage d'une haute personnalité du secteur, d'un expert du secteur. Nous allons donc passer maintenant à la première de ces leçons, celle donnée par Antoine Frémont. Alors, je ne sais pas comment vous appeler, monsieur le député, monsieur le maire, je ne sais pas, mais bon, si vous voulez... Nous allons nous transporter très fortement, autant pour vous-même que par Antoine Frémont, en Normandie. Je crois qu'on peut dire que vous avez aussi ce point en commun avec notre nouveau professeur. Donc, M. Philippe Duron a bien voulu accepter de parrainer cette leçon. En fait, vous êtes, au-delà de votre carrière politique, l'homme des transports. L'homme qui a créé le think tank TDIE, enfin... Pensons ensemble les transports de demain, c'est bien ça, et je crois que vous allez en parler un petit peu dans un instant. L'homme qui a fait encore récemment un rapport sur le modèle économique des transports collectifs auprès de notre ministre. Donc, qui mieux que vous peut introduire cette thématique autour du titre de la leçon, transition écologique, transport et mobilité. Si vous voulez bien, je vous passe avec beaucoup de plaisir la parole pour une dizaine de minutes. Madame l'administratrice générale, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis. Cher Antoine, lorsque tu m'as proposé d'introduire ta leçon inaugurale au Conservatoire des Arts et Métiers, j'ai été tout à la fois honoré, mais je dois le dire, intimidé. Honoré par la confiance et l'amitié que tu me faisais à un moment important de ta carrière académique, mais intimidé de prendre la parole dans un lieu et au cœur d'une école qui fait sens dans l'histoire de la République et du monde de la formation continue, vous l'avez dit, Madame l'administratrice générale de notre pays. Dans ce moment solennel, vous avez rappelé, Monsieur le Professeur, que j'étais normand, mais comment ne pas penser à ton père, le professeur Armand Frémont, grand géographe, remarquable pédagogue, recteur, directeur d'administration centrale, soucieux du bien public et de la modernisation de l'éducation nationale, président du conseil scientifique de la DATAR. Comme toute une génération d'étudiants de l'université de Caen, j'ai été marqué par son approche très stimulante de la géographie. Elle a nourri mon enseignement 2 décennies durant. Je n'ai pas abandonné, je n'ai pas démissionné, j'ai été élu député, un peu comme ça, non pas à mon corps défendant, mais à ma grande surprise. Et plus tard, président d'une des 2 Normandies, la Basse, j'ai mesuré ses convictions et son engagement en faveur de la réunification de notre région. La géographie, Antoine, c'est aussi ta vocation. Après l'agrégation et un poste en collège, c'est le dur chemin aujourd'hui des jeunes professeurs, tu prépares une thèse consacrée à la Compagnie Générale Maritime. On l'appelait jadis Compagnie Générale Transatlantique. Et l'espace maritime de 1945 à 1995. Tu alterneras ensuite les postes académiques et de chercheurs. Maître de conférence à l'Université du Havre, bel observatoire, pour qui s'intéresse au transport maritime, au grand flux d'échanges, à la mutation des ports. Puis plus récemment, vice-président recherche de l'Université Gustave Eiffel. Et puis des postes dans des laboratoires de recherche, CNRS, INRETS, IFSTAR. Une petite parenthèse dans ce parcours classique. 4 années à Réseau Ferré de France, le gestionnaire d'infrastructures, aujourd'hui mieux connu sous l'appellation SNCF Réseau. L'occasion de confronter les approches théoriques avec une pratique dans une grande entreprise française. Ce sont ces compétences universitaires éminentes qui t'ont valu en 2010 de rejoindre le conseil scientifique de TDIE, présidé par le professeur d'économie des transports Michel Savy. TDIE, c'est une association que nous avons créée voici plus de 20 ans avec le regretté sénateur Jacques Oudin et le concours de grands gestionnaires de réseaux, RFF, VNF, d'opérateurs de transport, SNCF, RATP, Transdev, Keolis, et de syndicats professionnels, des travaux publics, mais aussi des chargeurs et d'autres professions qui contribuent
à l'organisation de la mobilité. Et la vocation de ce think tank, c'est bien évidemment de produire de l'information, des analyses, des idées, mais surtout de les mettre à la disposition du décideur public, qu'il s'agisse du gouvernement, qu'il s'agisse des parlementaires, qu'il s'agisse des présidents des régions, des départements ou des métropoles. Et bien évidemment, ces champs d'intérêt ont évolué depuis 20 ans. On s'intéressait d'abord aux infrastructures, à leur financement. Maintenant, on s'intéresse aussi, bien évidemment, à leur mutation. Et toutes les problématiques que vous avez évoquées, Madame l'administratrice, et notamment les ruptures que nous connaissons, eh bien, sont au cœur de nos préoccupations, qu'il s'agisse de la décarbonation ou qu'il s'agisse de la numérisation des transports. Alors, c'est pour ces raisons que nous t'avons fait venir au sein du Conseil scientifique pour tes qualités d'expert dans le domaine portuaire, dans le domaine des échanges, et notamment pour préparer les colloques ou les congrès, congrès que nous préparons, que nous organisons périodiquement. Une chaire consacrée au transport au Conservatoire des Arts et Métiers se justifie dans un monde et à une époque où cette matière connaît des évolutions majeures. Loin de moi l'intention de présenter ces mutations. Je m'entretiendrai à quelques considérations d'ordre général. Vous l'avez certainement remarqué, le vocabulaire évolue, la sémantique évolue. En 1982, le Parlement discute et vote une loi d'orientation des transports intérieurs. Cette LOTI, texte d'une grande qualité, d'une résilience exceptionnelle, a encadré efficacement nos déplacements et les échanges pendant près de 4 décennies. Ces deux mots, transport intérieur, un transport et intérieur, dans l'intitulé de la loi, vont cependant, avec le temps, se révéler réducteurs. En 2019, le législateur vote donc une loi d'orientation des mobilités. Cette évolution sémantique est révélatrice de changements profonds. Les déplacements des personnes, comme des échanges de marchandises, connaissent des évolutions. La mondialisation des échanges, les besoins des populations dans une France décentralisée et métropolisée, l'importance prise par le numérique et demain l'IA, la montée en puissance des questions d'environnement et de la conscience écologique appellent une adaptation du cadre juridique et des régulations du monde des transports. Comme souvent, la doctrine de l'État et la réglementation suivent les évolutions de la société. Autre changement d'importance, la LOTI faisait référence au transport intérieur. Le désenclavement des territoires, le maillage autoroutier, la construction des lignes à grande vitesse préoccupaient l'État, bien sûr, mais aussi les maires des grandes villes, les chambres consulaires et passionnaient des Français qui étaient aussi impatients. Les transports interurbains occupaient alors une place centrale chez les décideurs comme dans l'opinion. Mais en juillet 2017, dans un discours de Rennes, le président de la République, venu inaugurer 2 LGV Atlantique, donne la priorité, dessine d'autres orientations et donne la priorité au transport du quotidien. Conséquence de cette nouvelle donne, un arrêt de la politique de la grande vitesse, une augmentation encore insuffisante vers la régénération et la modernisation de réseaux longtemps délaissés. Mais ce qui me semble plus significatif encore, c'est le déplacement du débat et de la décision politique. Vers les collectivités territoriales d'abord. L'État a transféré l'essentiel du réseau routier aux départements. Les TER, les trains d'équilibre, les trains express régionaux et une partie des trains d'équilibre du territoire aux régions. Et les ports et les aéroports secondaires, bien, à qui voudra bien les prendre. L'autre tendance, bien évidemment, c'est le glissement de la décision politique, c'est vers l'Europe. L'Europe qui prend une place croissante dans les politiques de transport. Libéralisation, ouverture à la concurrence, tarification de la route et aujourd'hui, la décarbonation. Les directives et les règlements préparés à Bruxelles et votés à Strasbourg s'imposent plus ou moins bien en France comme dans les autres États membres. Le mandat européen qui s'achève, marqué par le Pacte vert, en bon français Green Deal,
et l'ajustement à l'objectif 55, tout ça c'est un peu obscur pour beaucoup, hein, et les nombreux textes qui en découlent amorcent des changements de nature en matière de transport. Nos concitoyens, s'ils comprennent ces évolutions, n'en acceptent pas toujours les conséquences. Quand elles les inquiètent, bouleversent leurs pratiques professionnelles, pèsent sur leurs revenus. Les réactions des bonnets rouges face à la mise en place de l'écotaxe poids lourds, la révolte des gilets jaunes provoquée par une hausse des prix du carburant, illustrent ces limites de l'acceptabilité de mesures qui renchérissent le coût des transports. Les limites ou les surcoûts découlant de la décarbonation des transports nécessiteront beaucoup de pédagogie et d'accompagnement pour s'imposer. Faudra-t-il limiter les déplacements ? On parle de sobriété aujourd'hui, mais peut-être faudra-t-il aller vers plus de réglementation. On l'a fait dans le passé pour faire baisser l'accidentologie. Après tout, on pourrait le faire de la même manière, hein, pour réduire les émissions. Mais ça peut être aussi, j'allais dire, qu'une étape vers des restrictions plus importantes quand on sait, je dirais, les risques que court la planète. Aller vers une démobilité ? Comment concilier le droit de se déplacer, inscrit dans notre Constitution, rappelé dans la loi d'orientation des mobilités et une modération de nos déplacements, destinée à réduire notre bilan carbone? Faut-il aller vers la recherche, c'est ce que propose actuellement TDIE, la recherche d'un commun, que la mobilité soit le commun de demain, où on équilibre le droit à se déplacer, mais aussi la responsabilité par rapport à je dirais, aux évolutions climatiques. Les transports, la mobilité évolue selon les fluctuations de l'économie, du climat, mais aussi de la géopolitique. Les conflits, les épidémies, les tensions internationales constituent autant d'éléments perturbants des échanges, et notamment des échanges internationaux. Sans remonter très loin aux croisades ou aux voyages de découverte financés par le Portugal et l'Espagne au XVe siècle, la guerre en Ukraine paralyse les exportations de céréales. François Taturier, qui est présent aujourd'hui, me disait qu'il travaillait sur ce sujet à la DGITM actuellement. Les sanctions internationales vis-à-vis de la Russie renchérissent le prix de l'énergie et perturbent le fonctionnement des mobilités et des transports. Les visées de la Chine sur Taïwan inquiètent en ce qu'elles concernent. Elles menacent la liberté de navigation par le détroit de Formose. Le réchauffement de la planète a permis d'ouvrir la voie maritime du Nord le long de la Sibérie. Mais est-ce que demain, ce changement climatique ne menacera pas les ports, notamment les ports de la rangée qui sont en première ligne face à la montée du niveau des mers? Difficile question qui, j'en suis sûr, trouveront leur place dans l'enseignement du professeur Antoine Frémont et dans les discussions que ne manqueront pas de provoquer les étudiants du Conservatoire des Arts et Métiers. Je vous remercie. Merci pour ce portrait des enjeux et des difficultés et des orientations du futur dans ce domaine. Je vais maintenant très vite passer la parole à Antoine Frémont, qui nous vient aussi un peu de Normandie, comme l'a rappelé monsieur le député maire. Alors, vous avez évoqué les ports. Je ne résiste pas au plaisir de souligner devant vous que le CNAM abrite aussi quelques niches particulières. Par exemple, d'un programme qui s'appelle l'Institut des transports internationaux et des ports, pour apprendre les transports, et les transports jusqu'à même le transport de marchandises sur nos canaux et nos fleuves intérieurs. Et oui, mesdames et messieurs, le CNAM, dans son centre de Rouen, était même à un moment donné propriétaire de 2 péniches. Peu d'universités et peu d'établissements de ce type sont propriétaires de péniches. Une péniche d'exercice pour les manœuvres et une autre pour les chargements. Il y en a d'autres. Je pourrais vous citer l'École nationale d'assurance, l'Institut national des techniques comptables, l'ENJMIN, l'École nationale du jeu et des médias interactifs numériques. Tous ces centres étant dans certaines de nos 200 implantations en région, en France et à l'étranger. L'ENJMIN, c'est Angoulême, par exemple. Je
pourrais même vous citer un institut de métrologie. Mais ce n'est pas le propos. Je passe tout de suite la parole à Antoine Frémont pour transition écologique, transport et mobilité. Merci, cher Philippe Duron, d'être mon parrain pour cette leçon inaugurale. C'est un grand honneur pour moi. Merci aussi d'avoir évoqué la mémoire de mon père. C'est important de garder le fil de l'esprit à travers le temps. Et merci Philippe pour cette introduction qui nous fait rentrer directement dans le vif du sujet. Je ne sais pas si je pourrais répondre à tout. J'ai choisi certains angles d'attaque. Madame l'administratrice générale, Monsieur le Président de l'Assemblée des chers et chers collègues, chères familles, chers amis et mesdames et messieurs. Comme le transport est aujourd'hui devenu un sujet politique récurrent et un sujet presque inflammable, comme l'a rappelé Philippe Duron. Les bonnets rouges, les gilets jaunes et annonce politique dimanche soir du président de la République sur la transition écologique avec de nombreuses mesures concernant les transports. Comment concilier transport et transition écologique? Est-ce qu'on ne fait pas face à une impasse? Et comment résoudre cette, finalement, quadrature du cercle? En effet, les transports sont en France responsables de 30% des émissions de dioxyde de carbone. C'est, pour la France, le premier secteur et de loin émetteur de CO2, loin devant les autres secteurs que sont, par exemple, le logement ou l'industrie dont on a parlé hier. Vous voyez à travers ce slide que le mode routier est responsable de plus de 80% de ces émissions et que la part des transports internationaux, qui était relativement faible dans les décennies précédentes, ne cesse de prendre de l'importance, le transport maritime ou le transport aérien. Tout ça reflète notre façon de nous déplacer. Nous nous déplaçons en voiture, nous transportons les marchandises en camion, nous prenons l'avion pour nos transports internationaux et déplaçons nos marchandises avec les navires. La France reflète la situation d'un pays riche. Vous retrouverez plus ou moins pour les autres pays de l'Union européenne les mêmes chiffres qui varient un petit peu en fonction du poids des différents secteurs économiques dans les économies nationales. Par exemple, l'Allemagne a un poids des transports plus faible parce que l'industrie, par exemple, joue un rôle beaucoup plus important en France, en Allemagne, que chez nous. Mais ce que ça montre partout dans le monde, c'est que les transports sont entièrement dépendants du pétrole et, pour l'instant, ne peuvent pas s'en passer. L'urgence climatique est là et force est de constater que les États se mobilisent, à commencer par l'Union européenne, comme l'a évoqué déjà Philippe Duron. Alors on peut regretter que ça soit trop tardif, peut-être, mais la mobilisation, elle est là et il ne faut pas exclure un retour en force des climato-sceptiques. L'Union européenne se mobilise via le Green Deal, et ce paquet législatif Fit for 55 ou ajustement à l'objectif 55, et avec des mesures très concrètes et qui touchent directement les transports, comme la taxation du carbone pour les transports internationaux maritimes aériens, taxation qui devrait être étendue à partir de 2027 au transport routier de marchandises, sujet compliqué, la recherche de nouveaux carburants, en particulier pour le transport maritime et aérien, et puis la mesure phare que nous connaissons tous, l'interdiction des voitures thermiques à partir de 2035, autrement dit, en l'état actuel des technologies et des choix industriels, la vente de voitures électriques à partir de cette même date.
Rentrera aussi en vigueur à partir de 2027 l'Eurovignette, un système de redevance de péage sur les infrastructures routières pour les poids lourds en fonction de leur performance environnementale. Cette stratégie européenne, elle est déclinée par les États membres, en France via la stratégie nationale bas carbone. Les principales mesures qui ont été annoncées lundi, issues du secrétariat à la planification écologique, sont l'électrification du parc automobile, le report modal, le développement de biocarburants alternatifs et l'évolution des comportements vers des usages plus vertueux. L'objectif est une réduction de 25% des émissions du transport en 2030 par rapport à 2019. Je vous montre immédiatement la figure suivante. Vous avez ici l'historique des émissions de CO2 en France liées au transport depuis les années 90. Et vous voyez que ces émissions ont eu tendance à augmenter, puis à stagner, mais en aucun cas à baisser. Et donc, ce qu'il est envisagé pour la suite, c'est un véritable scénario de rupture, puisque on doit décarboner les transports qui sont actuellement complètement liés au pétrole. C'est donc face à un changement de paradigme que nous devons faire face, et pour le terme de transition n'est peut-être pas assez fort, et Pierre Welz propose, lui, le terme de bifurcation. Mon postulat, c'est que pour s'engager dans cette bifurcation, les transports et leurs réseaux ne doivent pas être envisagés comme de simples objets techniques, mais au contraire, les déplacements, les échanges qu'ils permettent nous font rentrer dans le monde de la mobilité, c'est-à-dire la mobilité comme une composante essentielle de notre activité sociale. Les mobilités contribuent à façonner la société, nos modes de vie, nos pratiques. Et donc, la question qui est face à nous, c'est de quelle mobilité nous voulons, finalement, pour quel type de société, dans le contexte très contraint de l'urgence climatique. Je vais tenter de mettre en œuvre quelques pistes pour illustrer ces bifurcations possibles, en me limitant sur les gaz à effet de serre, alors que la transition écologique englobe un champ beaucoup plus large, en particulier celui de la biodiversité et de notre rapport à la nature. Mais commençons par un petit flashback. Ici, une photo du temps des pionniers, pour vous montrer tout ce que les transports nous ont apporté. Le peintre Vlaminck, fou de vélo, mais aussi amoureux de grosses cylindrées. Il aimait emmener ses amis dans des longues promenades. Je rapporte ce que dit son ami. Ouvrez les guillemets. Vlaminck, l'emporte son ami. Il l'emporte à tombeau ouvert sur les routes terrifiées. Et Vlaminck dit, où voulez-vous que nous allions dîner ce soir? À Bordeaux? À Nantes? À Lyon? Dites, les transports ont ouvert un monde d'opportunités, d'échanges. Et donc, sans doute ne faut-il pas refermer ce monde d'opportunités au profit du repli sur soi. Mais nous n'avons pas été sobres du tout depuis plus d'un siècle, et je vais vous le montrer rapidement. En un peu plus d'un siècle, les transports sont passés du temps de l'innovation à celui de la standardisation et de la massification. Ici, deux magnifiques pièces du musée des Arts et Métiers, une invitation pour vous à aller le visiter ou le revisiter, un prototype, le Fardier de Cugnot, premier transport de marchandises qui a réussi à faire quelques mètres. Quelques décennies plus tard, un peu plus d'un siècle plus tard, la Ford T, célèbre voiture qui a rendu accessible au plus grand nombre l'accès aux véhicules par la standardisation des modes de conception et de production de la voiture. Quelques décennies plus tard, les moyens de transport qui incarnent la mondialisation et la métropolisation par la massification sont sous vos yeux. La conteneurisation,
qui permet de mettre le monde en boîte et qui permet la division, qui permet concrètement l'outil technique de la division internationale du travail, le transport de passagers avec le transport aérien ou le transport de croisière qui a ouvert le tourisme de masse, les TGV pour le transport de longue distance sur des distances de 300 à 500 km, typiquement à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Tous ces modes de transport, finalement, fonctionnent d'une façon industrielle, avec des invariants. Qu'est-ce qui est recherché? Des taux de remplissage élevés pour l'ensemble des véhicules, une rotation accélérée des véhicules et de jouer sur les effets réseau, via notamment des hubs, pour remplir les véhicules et en même temps avoir accès à un nombre multiple de destinations géographiques. Donc c'est une véritable organisation industrielle des transports, bien que les transports soient un service, mais c'est bien les transports sont organisés et conçus aujourd'hui d'une façon industrielle. Un mode échappe à cette organisation industrielle, finalement, c'est notre voiture individuelle. Même si nous l'utilisons pratiquement chaque jour, et à raison de plus de 33 km par jour en moyenne, elle reste 95% de son temps à l'arrêt. Elle est pour nous consommateurs, d'un point de vue strictement rationnel, une pure aberration économique qui pèse sur nos dépenses, d'autant plus lourdement que nos revenus sont faibles. Pour les transports internationaux, j'ai pas résisté à vous mettre ces graphiques qui vous montrent l'expansion extraordinaire des trafics. En haut, le trafic aérien, plus de 4 milliards de passagers aujourd'hui. En bas, le transport maritime, plus de 11 milliards de tonnes de marchandises transportées par la voie maritime, et le Covid n'ayant été qu'une parenthèse, car tout est reparti de plus belle. Et donc, une croissance extraordinaire, et le constat, c'est que quels que soient les modes de transport, les gains de productivité et d'efficacité qui ont pu être faits et qui ont été considérables ont été systématiquement absorbés par la croissance des trafics. Le fameux effet rebond dont on parlait hier. Et le transport aérien comme le transport maritime en sont des exemples saisissants. Et donc, pour ces modes lourds, le transport aérien ou le transport maritime, il n'existe pas de solution crédible actuelle par rapport au pétrole. Et donc, actuellement, on assiste à des positionnements industriels pour chercher ces carburants alternatifs, passer de la phase de prototype à la phase industrielle, et où les ports maritimes jouent un rôle clé. Quelques exemples. Engie a annoncé, par exemple, l'implantation au Havre de 2 unités de production de carburants alternatifs pour alimenter les navires de la CMA-CGM et les avions d'Air France. Un investissement de plus de 1 milliard de francs. Le Danois Maersk, grand armement de lignes régulières, a annoncé un investissement de 10 milliards d'euros avec le gouvernement espagnol pour produire du méthanol à partir d'énergie verte, ici solaire. Rotterdam a comme ambition de devenir le hub européen de l'hydrogène. Que font les transporteurs internationaux? Ils ont compris qu'il devait se passer du pétrole et que la poursuite de leur activité passait par la décarbonation. Il en va de la survie de leur business et donc la nécessité pour eux de sécuriser des approvisionnements dans des logiques de partenariat public-privé et donc avec un risque de segmentation du marché de l'énergie au profit des transporteurs les plus puissants. J'en arrive aux métropoles. Vous avez ici 3 images du trafic, 3 images de la côte ouest des États-Unis. C'était le jeudi 21 septembre à 7h du matin, heure de Los Angeles. Et pourquoi je vous ai mis ces 3 images? Elles me semblent saisissantes. Elles montrent que les flux, loin d'être dispersés, sont concentrés. Et donc, vous voyez que les avions, comme les navires, convergent vers les métropoles, ici San Francisco et Los Angeles. Et puis,
Google Maps qui vous indique qu'à 7 heures du matin, il y a beaucoup d'embouteillages dans ces deux métropoles et que l'activité est en train de se mettre en place. Les villes, les très grandes villes, sont au cœur des questions de mobilité, avec en première ligne le transport routier. Le cas de la France n'échappe pas à la règle, et je vais partir de cette carte de l'INSEE qui vous montre les aires urbaines. Les aires urbaines, elles sont définies, je les définis très simplement, ce sont les aires d'attraction des villes. Et donc, dans chacune de ces tâches, et notamment, vous voyez les noyaux de ville en rouge, et puis les autres couleurs montrent que 40% des actifs qui résident dans les communes de ces aires urbaines, que ces communes soient elles-mêmes des petites villes ou des communes rurales, parce que dans ces tâches, vous avez énormément de communes rurales, eh bien 40% des actifs travaillent à l'intérieur de la ville-centre. Plus de 90% de la population française vivent dans ces aires urbaines, dont presque la moitié dans les couronnes. Et on pourrait faire la même démonstration avec les emplois, avec les activités. Et donc, on comprend que les déplacements du quotidien se font essentiellement à l'échelle de ces aires urbaines, pour le travail, pour les loisirs, pour la consommation, et donc ça se fait essentiellement à l'intérieur de ces aires urbaines. Que ces flux sont éclatés dans l'espace et dans le temps, tant pour les voyageurs que pour les marchandises. Le transport routier est d'une efficacité redoutable et répond à l'éclatement de ces flux. Ici, j'ai tenté de schématiser le réseau routier d'une aire urbaine. Assez simple. Des axes radiants, des grands axes radiants, un maillage permis par des périphériques ou des contournements. Et en fait, vous ajustez ce schéma en fonction de la taille de la ville, l'importance des tuyaux change, autoroute ou simple route. Ce qu'il faut voir, c'est que le transport routier et ce type de réseau a permis l'étalement urbain à partir des années 1960 grâce à l'augmentation des vitesses et à une très forte accessibilité. À budget temps de transport stable, les ménages comme les activités ont pu s'éloigner des pôles urbains tout en restant dans leur aire d'attraction. Et grâce à ces faibles densités et ces larges disponibilités foncières, la France, plus que les autres Européens, est concernée par ce phénomène de l'étalement urbain. Le réseau routier permet une très grande flexibilité, aussi bien pour les trajets de la courte distance, 55% des trajets font moins de 5 km, mais aussi bien pour la longue distance, y compris la longue distance du quotidien. Et là, je m'appuie sur les travaux de Jean-Pierre Orfeuille, qui montrent que 77% des kilomètres parcourus au quotidien concernent les trajets supérieurs à 10 km et 55% à plus de 20 km. Et ce sont ces types de déplacements sur la très longue distance au quotidien qui ont augmenté le plus fortement au cours des dernières années. Nous sommes très fortement dépendants à l'automobile, ce que le président de la République a retourné en disant que nous étions des amoureux de l'automobile, dont nous étions les premiers fans. Dont il était le premier fan. Il faut prendre acte de cette dépendance automobile, en particulier dans les zones périurbaines, et en particulier pour les ménages les moins aisés, car le budget transport représente une part importante de leurs revenus. Le pragmatisme conduit donc à l'électrification du parc automobile, puisque c'est le levier le plus rapide de la décarbonation. Et si on veut aller jusqu'au bout de la cible, c'est d'abord dans les zones périurbaines et rurales, là où les alternatives à la voiture individuelle sont les plus faibles, voire inexistantes, qu'il faut cibler cette électrification du parc automobile. Comme l'ont montré nos trois collègues hier, je vais passer très vite, le véhicule électrique fait face à des défis très important. Stéphane Delalande a montré que des progrès technologiques étaient encore possibles dans le domaine des batteries, et c'est vital, car la batterie, c'est ce qui
consomme le plus de CO2 dans la fabrication d'une voiture électrique, que la maîtrise des matières premières pour fabriquer ces batteries était vitale, et c'est ce que nous a montré Yves Gégourel, et que enfin la localisation en Europe et en France d'une industrie automobile était fondamentale, comme l'a rappelé Sébastien Jean hier. Et donc, comment faire face à ce mouvement dans lequel nous sommes de destruction créatrice, puisque c'est bien la fin d'un vieux système qui est en place et quelque chose de nouveau, mais où les innovateurs sont plus finalement en Chine, en Asie, aux États-Unis et malheureusement et pas assez en Europe. Qui sera à même d'inventer le plus rapidement possible la Ford T électrique, c'est-à-dire la voiture électrique pas chère pour tous? Sinon, quelle adhésion des ménages? Pourquoi acheter actuellement une voiture électrique qui reste un produit de luxe malgré les aides octroyées, à l'autonomie qui s'améliore mais qui est encore faite par une voiture thermique qui roule moins vite? Et donc, l'intérêt, pour l'instant, n'est pas si évident. Donc, pas évident de dire quelle sera la part des véhicules électriques dans le parc automobile en 2035. 15 à 20%, comme les scénarios du Commissariat général à l'environnement durable, plus de 40%, comme vient de le prévoir RTE dans un récent rapport. Mais il est clair que la dimension industrielle sera fondamentale pour assurer une production d'automobiles électriques en France et en Europe. Alors, toutes les études montrent aussi que cette électrification du parc automobile, elle ne sera pas suffisante pour atteindre les objectifs de 2030, ni ceux de 2050. Et que donc, il y a une troisième voie, qui est celle qu'on regroupe maintenant sous le terme de sobriété, ou de changement de nos comportements, mais qui n'est pas juste une sobriété individuelle. Je vais changer individuellement mon comportement, ne pas prendre ma voiture mais prendre le train. Mais là encore, je reprends un mot de Pierre Welz. Comment est-ce qu'on met en place une sobriété systémique? C'est-à-dire comment nous nous organisons collectivement pour que d'autres modes de transport que la voiture individuelle soient finalement aussi faciles d'utilisation que la voiture individuelle. Avant de dire que nous allons moins nous déplacer, je n'y crois pas beaucoup, quelles sont les possibilités pour utiliser d'autres modes de transport? Et donc, pour aller vers du report modal. Une vieille question dans les travaux de recherche sur les transports qui ont varié au fil du temps. D'abord, c'était pour éviter la congestion, pour des questions de compétitivité économique, et puis la question environnementale est montée progressivement. On pense bien évidemment pour le report modal immédiatement au train. J'ai pris à chaque fois des exemples. Ici, l'étoile ferroviaire de Bordeaux, et vous avez entendu les annonces en matière de TER, de RER métropolitain. Les Français aiment le train, il y a eu des records de fréquentation cet été. Le TGV a permis un report modal massif de l'avion vers le rail. Et donc aujourd'hui, je me focalise sur les aires urbaines. Comment est-ce qu'on organise du report modal à l'échelle de ces aires urbaines? Je ne parle pas des centres-villes qui finalement, quelque part, sont déjà traités. Et donc, le ferroviaire, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il faut une infrastructure, il faut une étoile ferroviaire, et il n'y a pas partout des étoiles ferroviaires. Et puis, il faut aussi, surtout, que le réseau soit en bon état. Et notre réseau français souffre de quelques défaillances, malgré tous les investissements qui sont maintenant faits depuis quelques années, parce que la priorité a été donnée au LGV et que le réseau n'a pas été assez entretenu. Et donc, il faut investir massivement. Et donc, ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Le système ferroviaire a aussi besoin de gains de productivité pour que l'augmentation
de l'offre de transport se fasse à rendement décroissant, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on augmente l'offre, eh bien, les coûts diminuent, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, il faut aller plus vite. Et pour aller plus vite, il faut utiliser l'infrastructure routière. Et il faut partager l'infrastructure routière. Parce que l'infrastructure routière, elle est là, elle existe et elle est disponible. En favorisant des voies partagées pour les véhicules qui ont plus d'un passager à bord, 75% des déplacements domicile-travail, la personne est seule à bord de son véhicule. Et puis, autre piste extrêmement intéressante, les cars express à l'échelle métropolitaine, défendus notamment par André Breteau du think tank aussi TDIE, et qui sont très adaptés pour les distances longues du quotidien, en l'absence de solutions ferroviaires, aussi bien pour les radiales que je vous ai montré que pour les transversales. Les recettes doivent être les mêmes que pour le ferroviaire, une offre cadencée, la fiabilité des temps de parcours en dédiant des voies autoroutières à ces lignes et du rabattement vers les pôles multimodaux. C'est ce qui existe déjà à Madrid et Île-de-France Mobilité porte le projet d'un réseau de cars express régionaux pour la grande couronne de l'Île-de-France, c'est-à-dire la grande couronne de l'Île-de-France, là où la population augmente le plus. C'est un coût d'1 milliard d'euros, un coût de fonctionnement d'environ 100 millions d'euros annuels, ce qui a été estimé. Je le mets en comparaison. Le Grand Paris Express, c'est 200 km de métro supplémentaires qui sont actuellement faits autour de Paris, 40 milliards d'euros, 1 milliard d'euros de fonctionnement annuel. Donc, on a des choix à faire pour aller rapidement et pour choisir les modes les plus pertinents en fonction de leur performance. Pour aller encore plus vite, je vois que c'est la conclusion, le vélo, et là encore, le vélo, pour aller encore plus vite, le vélo électrique qui permet d'atteindre des vitesses importantes, mais là encore, c'est en organisant de vrais réseaux et de vrais réseaux à l'échelle des aires urbaines, comme ici à Strasbourg, où je vous ai mis la distance de 11 km qui est parfaitement parcourable en vélo, et il faut créer un système vélo. Et donc, je reprends exactement le même schéma que le précédent, mais en vous montrant qu'en utilisant l'infrastructure routière, on peut aussi créer d'autres types de réseaux autour du ferroviaire, autour des cars express, autour des autoroutes cyclables pour favoriser ce report modal. Je ne vais pas pouvoir parler des marchandises, mais simplement pour vous dire que pour les marchandises, le report modal est aussi quelque chose de très compliqué et qu'il faut concentrer nos efforts sur les axes où il y a du trafic. Les flux de marchandises sont totalement éclatés, dispersés. Pourquoi ? Parce que dans tout ce que vous consommez, eh bien, on a une infinie diversité de produits. Et ça passe par tout ce système d'entreposage et ce triptyque camion, infrastructure routière, entrepôt. Et donc, si on veut faire du report modal pour les marchandises, il faut concentrer nos efforts sur quelques axes à l'échelle européenne et principalement sur les ports maritimes qui sont des points de concentration du trafic et qui sont aussi en concurrence avec les grands autres ports européens. J'insiste aussi sur la nécessité d'aménager les zones périphériques. Ici, j'étais en mission pour le CNAM, j'allais faire passer des jurys à Clermont-Ferrand et je me suis retrouvé un vendredi soir sur une zone périphérique neuve. Et ces zones sont entièrement routières. Comment est-ce qu'on les aménage ? Comment est-ce qu'on introduit d'autres modes de transport que le transport routier, mais comment on soigne aussi l'insertion paysagère, la production d'énergie, le raccordement aux différents réseaux de ces
de ces zones périurbaines, qu'elles soient commerciales ou qu'elles soient logistiques. Je vais donc passer sur le financement et je vais donc conclure. Simplement, je voulais revenir à la voiture, parce que vous voyez qu'en fait, elle est là toujours en filigrane. Et on a aussi besoin de plus de sobriété pour nos voitures, parce que tout ce que je vous ai dit prend du temps. Et donc, la voiture électrique, est-ce qu'il ne faut pas aussi aller vers des voitures plus sobres et non pas des gros véhicules électriques? Et donc, ça, ce sont de très bons exemples. Et aussi la sobriété en termes de livraison de marchandises, à condition que les livreurs soient respectés socialement et dans leur dignité. Je vais donc conclure, je suis obligé d'abréger. Ce qui me paraît important, c'est qu'il ne faut pas réduire la transition écologique à des choix technologiques. La grande tentation serait de faire comme avant, grâce à de nouvelles technologies et carburants, le véhicule électrique et des carburants alternatifs pour les transports lourds. Une telle perspective technocentrée évite de poser la question sociale des transports et des mobilités, intimement liée à d'autres questions qui concernent nos modes de consommation, le logement, le travail, toutes ces questions qui renvoient à de profondes disparités sociales et territoriales. Les transports et les mobilités sont une partie de l'équation de notre équilibre social et territorial. Parce qu'elle a un coût important, l'approche uniquement technocentrée a toutes les chances d'accentuer les déséquilibres plutôt que de les atténuer. Elle évite aussi de poser la question de notre relation à la nature. Nous sommes pris dans cette nécessité, deuxième point, d'articuler l'urgence de l'action avec le temps long de l'aménagement. Et donc, ce sont ces nouveaux aménagements qui vont prendre du temps, qui nous permettront de changer nos représentations au regard que nous portons sur la voiture, sur le vélo, sur ces zones périphériques, périurbaines dont j'ai parlé. Et tout ça se passe dans des territoires qui sont en transition. Et donc, la notion ici de territoire est très importante pour la confronter à celle de mobilité. Pour nos formations en transport et logistique, c'est comment est-ce qu'on introduit cette question de la transition écologique dans les formations, et pas juste pour faire joli, pas pour faire du greenwashing dans les formations, parce que c'est aussi possible de faire ça en matière de formation, mais pour bien montrer, tout en continuant à apprendre à nos auditeurs leur cœur de métier, leur montrer que les impératifs de la transition écologique sont là et transforment leur métier. Et donc, au final, nous faisons face à des choix politiques. À nous, enseignants-chercheurs, d'éclairer au maximum ce débat pour qu'il se déroule dans les conditions les plus apaisées possibles, loin des postures, des caricatures, afin d'aboutir à des choix collectifs assumés et consensuels qui font la grandeur des démocraties. Je terminerai en associant à cette leçon inaugurale l'ensemble de mes collègues de la composante de formation territoire du CNAM, je sais qu'ils sont là. En langage CNAMien, ça s'appelle l'EPN 11 territoire, pour leur dire que j'ai la très grande chance et le plaisir de travailler avec eux au quotidien. Et donc je voulais les remercier tout particulièrement, et je vous remercie toutes et tous pour votre écoute.